avec Cédric Herrou qui a combattu la notion de délit de solidarité devant la justice française. On va parler de ces questions. Merci Cédric Herrou d'être avec nous. Vous êtes avec plaisir. Également paysan. Vous avez créé l'association Emmaüs Roya, dont vous vous êtes fait connaître en 2016 lorsqu'on vous a arrêté et poursuivi pour avoir aidé femmes, hommes, enfants qui traversaient la frontière franco-italienne dans votre vallée de la Roya, c'est dans le sud de la France. Vous avez finalement été relaxé en 2021 et vous revenez sur ces événements dans votre livre Une terre commune, publié au Seuil. Cédric Herrou, quand vous voyez d'abord ce procès là en Grèce, j'imagine que ça vous rappelle de mauvais souvenirs, non? Ça me rappelle mauvais souvenirs, surtout que ce qu'on voit souvent dans ce genre de procès, c'est que les personnes finissent par être relaxées. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier la Convention de Genève, vous avez bien dit, des demandeurs d'asile, aider des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile ne peut pas être considéré en situation irrégulière. Parce qu'en ce moment, il y a des directives faites par les différents ministères, des directives qui sont illégales, et une prise en possession en fait, du pouvoir politique des tribunaux pour démontrer en fait que les personnes en migration sont forcément toxiques pour le peuple qui va les aider, le peuple qui accueille, et c'est ce qui est compliqué en fait dans cette gestion-là, c'est qu'on a des politiques qui utilisent en fait cette crise, parce que ça reste une crise, même si la migration existe depuis des millions d'années, ça reste une problématique pour les gens qui la vivent et qui la subissent, et il faut trouver des solutions pragmatiques plutôt que d'incriminer des personnes qui vont être solidaires et qui vont être fraternelles. Et c'est ce que vous essayez de faire, justement. Dans votre livre, vous expliquez que si vous avez aidé ces gens qui traversent la frontière, 2500 au total, ce n'est pas par militantisme, mais parce qu'il vous était impossible de faire autrement. C'est ça ? Je me suis retrouvé face à des gens des gens venus d'Afrique. Donc c'était à l'époque où il y a des Érythréens et des Soudanais qui quittaient leur pays, qui arrivaient sur les côtes italiennes. Nous, dans la vallée de la Roya, nous sommes dans une vallée qui est franco-italienne. C'est que le haut est française et le bas est italienne. Donc on passe tout le temps. En fait, notre identité, elle est franco-italienne. Et on s'est retrouvé avec des personnes en migration dans la vallée de la Roya. Pourquoi dans la vallée de la Roya? Parce que depuis Paris, en 2015, l'État français rétablit le contrôle aux frontières et empêche les personnes de faire des demandes d'asile, ou sur le territoire français à Breil-sur-Roya, les mineurs isolés n'étaient pas pris en charge. Donc on a dû évacuer les gens dans d'autres départements, accompagner les gens dans d'autres départements pour les aider, pour qu'ils puissent accéder à leurs droits. En fait, la vallée de la Roya, du côté français, n'était plus en fait prise en compte et n'était plus considérée en France, et le droit était complètement bafoué pour les personnes en migration, quoi. Alors, lorsque les premières arrestations, les premiers procès ont commencé, dans quel état d'esprit vous trouviez-vous? Vous dites que lors du premier procès, vous étiez comme ailleurs, déconnecté d'ailleurs. C'est vrai que pendant les procès, j'étais pas très attentif et j'avais ma tête qui était un peu loin, je me perdais un peu dans mes pensées, parce que j'avais besoin de me protéger. Parce que ça paraît bizarre. Vous imaginez, en fait, vous êtes devenu une espèce de porte-parole, justement, de la lutte contre cette criminalisation du travail humanitaire. Vous l'imaginiez, ça? Non, pas du tout. Mais ce qui est très étrange, c'est d'arriver d'être jugé pour un délit de fraternité dans des tribunaux en France où la devise est liberté, égalité, fraternité. Sur le fronton, on fait des tribunaux, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, et je me suis retrouvé jugé pour ma fraternité. Et ce qui est complètement troublant. Justement, vous pensez que la France, elle a oublié le troisième mot de sa devise, fraternité? Je crois oui, je pense qu'elle a oublié. À force de répéter, c'est devenu une phrase quelconque. Et devise s'emmène à devoir, c'est qu'on n'a pas le choix en fait. Et l'État français devrait être fraternel. Il y a une obligation de fraternité. Et on voit que c'est tout à fait le contraire. Ce qui a fait en ce moment, il y a une gestion de la crise migratoire, en fait, des crises migratoires au niveau de l'accueil. En fait, souvent on parle de crise migratoire, en fait, c'est une crise de l'accueil. Et il y a des directives de Darmanin actuellement aux préfets qui peuvent être pas. En fait, les préfets ne peuvent pas en fait prendre ces directives et les rendre légales, parce que c'est le rôle d'un préfet en fait, de prendre des directives politiques de la part du ministère de l'Intérieur et les encadrer sur un point de vue légal. Et elles peuvent pas être encadrées parce qu'elles sont illégales. Il faut rappeler qu'il y a une libre circulation des personnes dans l'espace Schengen en Europe qui est complètement bafouée. La France rétablit le contrôle aux frontières et c'est illégal. En fait, c'est irrégulier de le rétablir aussi longtemps, depuis 2015. Donc ça fait 8 ans. Et il est illégal de considérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, des demandeurs d'asile en situation irrégulière. Alors vous expliquez avoir été choqué aussi dans votre livre de la différence d'accueil entre réfugiés ukrainiens et ceux qui viennent d'Afrique. Pour vous, c'est donc une question de couleur de peau? Oui, parce que oui. Vous savez, quand j'ai entendu cette guerre en Ukraine, et je me suis dit, dans la vallée de la Roya, il faudra ressortir les tentes, les duvets, il faudra appeler les amis infirmiers et infirmières, on va se reprendre encore tout cet accueil-là. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout. Et on voit que la France et l'Europe s'est organisée. Il n'y avait plus de contrôle aux frontières pour les personnes qui partaient d'Ukraine. Et ça a été géré de façon européenne. Et ça a été très bien géré. Il n'y a pas eu d'Ukrainiens à la rue. Tous les enfants, les mineurs ont été pris en charge, ont été scolarisés. Et il n'y a eu aucune crise. Et quand je dis oui, mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'étais en procès pour avoir aidé des Érythréens et des Soudanais. Je dis oui, mais ce n'est pas les mêmes religions, c'est pas le même. Mais les Érythréens, ils ont exactement la même religion que les Ukrainiens. Donc, est-ce que c'est la couleur de peau? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une politique qui est quand même assez racialiste, quoi. Vous dites qu'un toit ne suffit pas, hein, qu'il faut aussi donner éducation, travail, relations sociales à ceux qui ont tout perdu en quittant leur pays. C'est pour ça que vous avez créé Emmaüs Roya. Vous avez d'ailleurs donné votre ferme à cette association. Mais il fallait trouver des solutions. Et ce que j'avais envie, c'est de montrer que ces personnes qui étaient indésirées, indésirables, mais c'est pas que les personnes étrangères, c'est aussi des Français. C'est qu'Emmaüs, ça existe sur un point international. On dit que Emmaüs Roya, créé par l'abbé Pierre, mais il existe des communautés paysannes en Afrique, il existe des communautés paysannes en Inde, et c'est un mouvement en fait qui est vraiment international et qui défend en fait des valeurs de gauche, je pense, basées sur l'humanité. Et pourquoi avoir créé Emmaüs Roya? Parce qu'on n'avait pas le choix aussi. C'est qu'on avait des gens à la maison qui étaient là, qui étaient désœuvrés, qui n'avaient pas le droit de travailler, pas le droit d'avoir une activité. Et il fallait en fait rendre ces personnes actives. Et on a voulu aussi se rapprocher d'Emmaüs parce qu'il y a justement cet accueil inconditionnel. Donc français, étrangers, personnes en situation régulière ou irrégulière, qui œuvrent ensemble, qui travaillent ensemble, qui ont une activité et pour subvenir à leurs besoins. Merci Cédric Herrault d'être venu nous parler de votre livre et de vos actions, hein. Ce livre, c'est Une terre commune et c'est publié au Seuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.